Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce lundi matin sur la radio. Taxi Presse de ce jour, ce sera avec Gérard Ouissan, le patron du journal de la bonne humeur, Sika, Idelphonse Akpaki, la Gazette du Togo.com, Jacques Diakouti, éditorialiste, et Michel Tchadian, du journal Ouara, les vainqueurs. C'est avec eux que nous analyserons et commenterons les grands sujets de l'actualité. Nous reviendrons sur le travail de réconciliation que mène le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Un volet important de la mission a été entamé pour planter le décor. Un émissaire du Ashkun, Kossi Zoba, il est juriste de formation, personne ressource aujourd'hui au niveau de Ashkun, l'une des personnes ressources, on va le dire ainsi. On abordera également d'autres sujets de l'actualité avec les confrères en studio. Bienvenue. Jacques Diakouti. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir. Bonjour aux auditeurs auditrices de Taxi FM. C'est bien cela. Bonjour Gérard. Bonjour, bonjour à tout le monde et bonjour aux auditeurs et auditrices. Bonjour Idelphonse. Bonjour Eric et bonjour à tout le monde. Vous avez été choqué tout à l'heure en écoutant M. Kossi et Zoba. Vous avez vu ma réaction et vous avez vu sa réaction aussi. Oui. J'ai été trop choqué. Parce que j'avais encore en main le document, le rapport de l'ONU. Je l'avais sous la main et je lisais un passage où on disait « De nombreux témoins ont souligné également que dans la nuit du 24 au 25 avril 2005, le major Kouloum aurait abattu 6 jeunes. » Et c'est pourquoi quand il a dit ça... Ça, c'est le rapport de l'ONU. De l'ONU. Ça, c'est une partie du rapport de l'ONU. Vous avez vu la réaction de part et d'autre. Donc, voilà. Michel, est-ce que le Ashkun pourra franchement exécuter sa mission jusqu'à la fin et permettre la réconciliation des Togolais, à votre avis? C'est le souhait que tout le monde, nous, en tout cas, pour permettre de vivre ensemble. Parce que si entre-temps nous avons connu des problèmes, on ne va pas rester toujours dans des problèmes. Il faut à un moment donné quand même sortir de ces problèmes-là pour permettre véritablement la réconciliation de s'installer dans notre société qui en a tellement besoin. Mais c'est vrai que, bon, si le Ashkun était un appareil volant, c'est sûr qu'il est en train de décoller avec peut-être quelques petits problèmes. Je ne sais pas, en l'air, on pourra les corriger ou pas, mais ce qui est sûr... Quels sont ces problèmes? Les problèmes, par exemple, le premier, à mon avis, c'est le fait que véritablement, bon, on a l'impression que, bon, personne n'a fait du mal à l'autre. Oui. Oui, puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit, bon, moi j'ai fait ceci, pardonnez-moi. Il n'y a personne. Il n'y a que des gens qui... Il n'y a que des gens qui sont... m'a blessé. Voilà. Ça, c'est neutre. Et ils le savent. Madame, que vraiment, Awanana, que je qualifie beaucoup de femmes courageuses, parce que ce qu'elle est en train de faire, c'est une intellectuelle de haut niveau. Elle sait, elle sait qu'il y a ce problème au niveau. Tu sais pourquoi les gens ont eu vers les centres ou les délégations, les gens veulent écouter, comprendre, veulent comprendre. C'est surtout ça. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que sur un total de combien de milliards, 4 milliards ou 14 milliards, 14 milliards, on a trouvé que 2 milliards pour... Oui, pour démarrer. Pour démarrer. Quoi, c'est ainsi? Bon, peut-être qu'après les 2 milliards, c'est des dizaines qui vont suivre. Sinon, dans la conscience collective, si aujourd'hui quelqu'un apprend à Lomé qu'on a donné 500 000 à quelqu'un à 5AC, mais et que lui s'estime victime et que 2 semaines passent, lui n'a rien, vous savez ce que c'est. Nous sommes Togolais, on sait comment notre société fonctionne. C'est pourquoi moi je dis, puisque c'est une urgence, on veut quand même apaiser les Togolais, mais pourquoi pas ne pas dégager 30 milliards, peut-être 20 milliards? Non, si l'État avait cet argent... Mais nous sommes assistés. On a des partenaires qui sont... C'est vrai qu'il y a une part de l'État, mais on a des partenaires quand même qui nous viennent. Parce que ce processus de réconciliation est indispensable pour que notre pays puisse véritablement se lancer dans sa voie, dans la voie de développement, de son développement. Donc, le fait qu'on balance comme ça que c'est 2 milliards qui sont
qui ne sont même pas en stand-by quelque part, qui sont, bon, pour le moment, personne ne sait où ces 2 milliards sont. Vous avez vu la personne de ressources qui bégayait, il ne pouvait pas vous dire concrètement, bon, par rapport à ces 2 milliards, si ils sont là ou pas. Donc, on veut quand même, moi je suis quelqu'un de ceux-là quand même qui pensent qu'il faut commencer quelque part. Parfait. Merci beaucoup Michel. Jacques Dakouti, c'est vrai, on l'a dit, hein, la paix, on ne la décrète pas, c'est un long processus. Est-ce que finalement, ce qui se fait depuis un moment, voilà, c'est le GIE qui a fait un travail à la fin, dont on a dit que ce travail est formidable. Est-ce que la tâche n'est pas compliquée aujourd'hui, avec tout ce qui l'entoure? On a évoqué tout à l'heure un cas, la décoration du Major Kouloum, traité largement par la presse, même dans l'opinion, beaucoup en parlent, et d'autres aspects également. Michel évoquait la petitesse du déblocage de l'argent tel que fait par le gouvernement. Est-ce que cette prétention de réconcilier les Togolais n'est pas plombée le jour au jour? Non, vous savez, à la création même de cette CVGR, il y avait déjà un couac. Oui, si. Parce que il y en a beaucoup qui ne croyaient pas trop. Les Togolais ne croyaient pas trop à la après, mission. Quand même, on s'est mis d'accord. Non, même après. Ouais. Même après. Vous savez quoi? Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas qui a fait quoi et qui est blessé dans cette affaire, qui a été tué, qui a été victime. En fait, c'est tout le problème. La base a été faussée au départ. Si les Togolais savaient qui, par exemple, ils ont en face. Dans ce studio, j'ai en face, par exemple, Michel, j'ai Gérard et j'ai également Idelphonse et toi. On se voit, on se connaît. C'est-à-dire que si on était assis, par exemple, entre ceux qui sont blessés et ceux peut-être qui ont commis effectivement ces crimes, je crois qu'on n'allait même pas parler de cet argent. Je vous jure, on n'allait même pas parler de cet argent. J'ai suivi un reportage, je ne sais pas si c'est à Néro ou bien c'est vers Daï. Une femme disait que non, que l'argent même qu'on va leur donner, cet argent ne va pas remplacer son mari qu'elle a perdu. Ça ne remplacera rien. Il suffisait seulement que celui qui a tué son mari lui présente à elle les excuses. Elle est prête à pardonner, elle oublie. Mais si on la donne encore l'argent, donc c'est comme si on est encore en train de mettre le couteau, hein, de tourner le couteau dans la plaie. C'est-à-dire que c'est comme si elle prend cet argent-là, mais elle ne connaît pas qui a tué son mari. Il suffisait seulement que celui qui a commis le crime lui demande pardon, présente les excuses. Parce qu'elle dit qu'elle avait... Aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas quitté l'étape là? Est-ce qu'il faut maintenant pas avancer, sérieusement? Non, mais c'est ce que je dis. L'argent ne va pas remplacer. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc il faut qu'on laisse cette étape là? L'argent ne va pas remplacer quelque chose dans cette histoire. Et puis Michel le disait à l'instant. Prenez quelqu'un qui a perdu... Oui, on n'a pas que tué les gens. Je ne refuse pas. On a cassé la maison des gens. Et les gens ont besoin de rebâtir leur maison. Écoutez, donc vous comprenez, quand on peut donner de l'argent, prenez l'exemple. Ils pourront rebâtir leur maison. Nous, on était à Hébert, on a assisté à la casse. Quand vous allez vers le château de Baie, oui, il y avait des boutiques qui étaient en face de, je crois que c'était la station Total, qu'on a dû casser là-bas. Ces personnes-là, combien il faut leur donner pour qu'ils puissent reprendre leur commerce? Si vous donnez même 20 millions, 25 millions à ces personnes, encore que, est-ce qu'ils sont encore vivants? Justement. Donc je crois que c'est... Je crois qu'il suffisait seulement... Donc c'est difficile finalement. C'est difficile, mais écoutez, demandez aux confrères qui font un peu la tournée. Oui, avec le H-Kroon. Ce qu'ils entendent. Prenez-les hors micro, ils vont vous dire ce qui se passe. Moi j'ai un qui a suivi, mais si elle vous parle aussi, si cette consort-là vous parle, mais vous avez les larmes aux yeux. Les gens disent des choses atroces face à cette commission. Mais le reportage du soir, quand vous suivez, que ce soit Radio Lomé, TVT, les gens sont là, qui remercient le H-Kroon d'être venu. C'est pas ça, au fait. Donc on ne nous présente pas tout à la télé, la radio, sur cette tournée du H-Kroon. Interrogez les confrères. Parfait. Si vous connaissez les confrères de la TVT ou de Radio Lomé, ceux qui font la chaîne là, interrogez-les. D'accord. Ils vous diront. Parfait, merci beaucoup Jacques. Gérard, sur cette question de la réconciliation. Ben, je crois que les confrères, ils ont déjà tout dit. Ah d'accord, donc on passe la parole à Idelphonse. Non, il n'a qu'à dire. Non, il va ajouter quelque chose. Allez. Ce n'est qu'une tradition. Oui, c'est... Non, pas forcément. Beaucoup de choses ont été dites. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour pardonner, je crois que la symbolique, c'est important. Quand quelqu'un vous offense, ou bien vous offensez quelqu'un, vous convenez avec moi que
Avant toute chose, il faut aller vers cette personne-là pour dire, comme on dit chez nous, Kafla. Et dans toutes les ethnies, quand vous prenez au Togo, c'est Kafla, Kafara, tout le monde a ça pratiquement. Quand vous prenez les Français, vous dites, ben, excusez-moi, hein, avant de penser à la réparation. Maintenant, au Togo, on a l'impression que ceux-là qui ont offensé ne disent même pas excuse. Et le langage qu'on parle, c'est le langage du CFA seulement. On met l'argent devant, mais tout le reste, c'est comme si ça n'avait aucune importance. Si on vous demande aujourd'hui la nature même des crimes qui ont été commis, si vous n'êtes pas journaliste... Non, sincèrement, est-ce que le Ashkroun met de l'argent devant? Parce qu'il y a une tournée, on vient de le dire, qui a été élaborée, des gens sont sur le terrain pour parler avec les victimes. Oui. Ça veut dire qu'il y a un dialogue qui s'instaure, finalement. On parle avec les gens. Oui, on parle avec les victimes, mais quel langage on parle avec eux? Moi, je pense qu'on ne parle que le langage des 2 milliards. C'est les 2 milliards qu'on met devant. C'est pour ça que je vous dis, si on vous demande aujourd'hui, quelles ont été les natures des crimes qui ont été commis au Togo, beaucoup de gens ne seraient pas capables de le dire. Est-ce qu'on a coupé des têtes aux gens? Est-ce qu'on a brûlé des gens vifs? Est-ce qu'on a cassé seulement des maisons? Tout ce qui s'est passé, on sait sûrement qu'il y a eu des atrocités, il y a eu des choses, mais la nature des crimes, ben, personne n'en parle. C'est là où moi j'ai quelques suspicions. Maintenant, ce qui est important aussi, supposons quelqu'un qui aligne 5 personnes et à l'aide d'une machette, il leur coupe la tête. Et on nous dit, il faut pardonner. Est-ce que vous êtes sûr que c'est bon de pardonner? Parce que celui-là qui a coupé la tête à 5 personnes, c'est un criminel. Ce que la loi nous dit, c'est que quand vous êtes un criminel comme ça, vous êtes un danger ambulant. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous extraire de la société. Maintenant, une personne si immonde, si criminelle, est-ce qu'au nom d'une certaine réconciliation, il faut laisser ce danger ambulant-là continuer à courir? Est-ce que ce danger-là, celui-là ne constitue pas une garantie de répétition? Parce que c'est un criminel potentiel. Déjà, c'est un criminel avéré et potentiel et qu'on laisse. On va revenir sur le sujet, messieurs, après la pause pour le journal avec Amen Assignon. Merci beaucoup Gérard, Michel, Jacques et Ildefonse. Après le journal, dans une quinzaine de minutes, on revient sur le sujet. On va aborder également d'autres sujets que nous avons écrits ou inscrits au débat de ce lundi. Presse avec Gérard Ouissan, Jacques Diakouti, Michel Taga et Ildefonse Akbaki. Nous évoquions la question de la réconciliation au Togo avec le processus tel qu'il est mené par le Ashkroun. Ildefonse, c'est vous qui devez prendre maintenant la parole sur la question. Est-ce que vous êtes rassuré qu'on parviendra à la réconciliation au Togo un jour? La question que je me pose depuis un certain moment, surtout lorsque je me rends compte que depuis septembre 1961, où on a érigé une institution de décoration et que ceux qui doivent être bénéficiaires de ces distinctions doivent être des gens qui ont rendu d'immenses services à la nation. Et qui sont irréprochables à peu près. Qui sont irréprochables. Et qu'on se rend compte que de tout ce qu'il y a eu comme atrocité dans notre pays, certains ont été taxés de présumés bourreaux et qui n'ont jamais comparu devant aucune juridiction, soit pour être blanchis, pour qu'on nous dise j'ai rien fait, et que les enquêtes confirment aussi que ces personnes ou ces personnalités n'ont rien fait, ou le contraire se pose, on les reconnaît comme tels. Quand cela ne se fait pas comme ça, et que c'est ces individus-là qui sont promus au nez et à la barbe des victimes, la réconciliation est impossible. Vous savez? Franchement, est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui, au-delà de tous ces questionnements, dépasser ces clivages et donner une chance au développement de ce pays? Je m'en tiens au développement de Gérard tout à l'heure. Lui, il donne l'exemple de quelqu'un, d'un citoyen, qui a éventré une femme enceinte. Il devient en ce moment-là criminel. Vous voulez laisser des criminels au sein d'une société? Alors, il est parti nous disant... Mais on est dans le contexte de la justice transitionnelle. Oui, je n'en disconviens pas. Il y a des gens qui ont posé des actes qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Mais on parle juste des victimes. C'est de cela qu'il est question. Au moment même où le Ashkroun dit qu'il réconcilie les Togolais continuent de se tuer. En ce même moment, il y a des injustices sociales qui s'érigent. Et pire, ce qu'on
taxe de présumés auteurs reçoivent des promotions. Vous pensez que ça peut marcher? Regardez, hein, juste en 2005, où je prends 2 localités, Atakpema et Aneho. Aneho, il a été cité le nom d'un certain Tidjani qui aurait pris de l'hélicoptère militaire, qui est parti d'une base militaire. Est-ce que les balles, véritablement, qu'on a extraites des corps des victimes d'Aneho sont sorties de l'hélicoptère? Mais attendez, est-ce qu'on n'est pas en train de ressasser les mêmes choses depuis des années? Non. Des choses qui, à la fin, ne permettront pas forcément d'avancer. Comment ça a été fait? Il y a eu des crimes, n'est-ce pas? Il y a eu des victimes, il y a eu des présumés auteurs. Mais il faut qu'on avance maintenant, non? Oui, mais dans les pays où nous avons copié ces genres de choses, c'est comme ça a été fait. En Afrique du Sud, ça a été fait comme ça. Au Rwanda, ça a été fait comme ça. La dernière fois en Tunisie, mais le président était obligé de limoger le ministre de l'Intérieur parce que tout le monde disait qu'il a été l'un des acteurs qui ont causé ces atrocités-là. Travesti, il a été démis. Alors, si des actes étaient posés pour apaiser les cœurs, commençant par le chef de l'État lui-même, puisque quand vous lisez le document de la CVJR, les actions à mener immédiatement, c'est que le chef de l'État reconnaisse qu'il y a eu des exactions, puisque c'est lui le chef de la famille togolaise. Oui, il a fait. Rappelez-vous, lorsque la CVJR a rendu son rapport, le chef de l'État a présenté des excuses à toute la nation. Vous vous rappelez pas de ça? Je ne me rappelle pas, parce que j'ai écouté la dernière fois Madame la Présidente du HCROUN à la conférence, qui disait qu'elle a dit au président, au chef de l'État et à certains responsables politiques de présenter des excuses publiques. Ça n'a pas été fait. Je l'ai écouté, j'ai encore la bande là. Bon, moi je me rappelle bien entendu que le jour de la présentation du rapport, le chef de l'État demandait pardon. Peut-être qu'on veut que cela soit dans un autre cadre plus spécifique. Michel Tchadia, est-ce qu'on avancera finalement? Parce que ce débat-là est là depuis des années, depuis 2012, où la CVJR a fait un travail, on a mis en place le HCROUN pour parachever ce travail, et c'est le même débat. Il y a les présumés auteurs, il faut qu'ils demandent pardon, il y a ceci, il faut qu'on fasse ceci. Et on est là depuis des années, le débat s'enlise finalement sur cette question. Oui, tu sais pourquoi? J'ai écouté avec intérêt Gérard qui disait que mais, ceux qui ont fait du mal, mais ils n'ont pas droit à la cité. On doit quand même les extirper de la société parce qu'on ne peut pas vivre avec des criminels. Mais je pense que la logique dans laquelle le gouvernement et surtout le HCROUN ne recommande pas ce genre de propos. Parce que aujourd'hui, on demande aux Togolais de mettre bas la terre, voir dans quelle mesure nous pouvons poser des actes pérennes. Ça se dit. Pour que notre vivre ensemble soit possible. C'est très important. Donc, à en croire ce que Gérard dit, ça veut dire que les présumés bourreaux ont auteurs, mais ont le droit de ne pas se faire voir. Parce que qui les garantit que demain, mais même si aujourd'hui ils demandent pardon, demain, ils ne seront pas poursuivis. Ils ne seront pas traînés dans la boue. Ça fait cette peur aussi, peut aussi les animer à refuser en tout cas, de se montrer. Oui, mais quand même, il y a des victimes qui connaissent ceux qui les ont frappés ou qui ont cassé leur maison. Mais s'ils nient, indépendamment de ça, on peut les traduire en justice. Mais écoutez, dans tous les cas, s'il nie, bon, ils vont aller à la justice, il peut nier. Il peut avoir aussi des avocats qui vont être de son côté. Mais ce qui est fondamental, c'est que, et je l'ai dit au début, par rapport à ce sujet, j'ai dit que normalement, s'il y a des gens qui demandent, qui avaient le courage de demander pardon, c'est ce que Jacques aussi a effleuré entre-temps, il y aura une satisfaction terrible du côté des victimes, qui peut-être n'auront même pas besoin de l'argent. Il suffit que, tu l'as dit, qu'il y a des victimes qui connaissent leur bourreau. Il suffit que le bourreau dise que, mon frère, tout ce que je t'ai fait, il faut me pardonner. Alors pourquoi ça va? Parce que justement si les présumés coupables demandaient pardon,
ça donne une garantie de non-répétition. À partir du moment où il n'y a pas de pardon, il n'y a rien. Ça veut dire que mais nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Demain, le Togo peut être plongé, je ne le souhaite pas pour mon pays, dans les violences encore. C'est ça le danger. Donc ça paralyse. Ça, ouais, voilà. C'est pour ça que je trouve ça, c'est un maillon. Et la commandante en chef du Hachkroun, là, oui, elle le sait. Elle le sait. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a des contingences politiques. Alors qu'est-ce qu'on fait? On arrête le processus? On n'arrête pas. J'ai dit ici, il faut commencer quelque part. Oui. Bon, l'appareil en l'air, il y a des pannes. Si Madame Mawanana peut les réparer en l'air, non, peut-être on va atterrir. C'est compliqué. Non, bon, c'est ce que je constate, moi. C'est ce que je constate. Il y a des petits problèmes, mais on a décidé d'avancer. Parce que peut-être en avançant, on peut trouver des solutions et peut-être on peut arriver à bon port. Jacques, vous avez vu l'image de Michel, l'appareil est en l'air. Il a des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait? On répare les problèmes en l'air ou on descend? Non, je crois qu'avant que l'appareil ne décolle, même l'appareil avait des problèmes. Mais c'est parce qu'on a forcé et l'appareil a décollé. Et finalement, on se rend compte en l'air qu'il y a des problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça le problème. Si on ne sait pas faire, si l'appareil tombe, c'est pour dire que, attention, bonjour aux dégâts. Aujourd'hui... Mais en même temps, vous êtes très sceptique par rapport à ce sujet. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? Non, nous voulons que ça marche. Comme tu l'as dit, hein, Eric, aucun Togolais ne te dira qu'ils ne veulent pas qu'on puisse se réconcilier. Nous tous, nous avons besoin de ça. Michel l'a dit, aujourd'hui, la peur c'est que on ne le souhaite pas. Si demain, par exemple, on retombe encore dans les mêmes violences, c'est ça le problème. Il faut essayer d'abord de creuser pour voir si demain, si par exemple il y a une élection présidentielle, ou peut-être quelqu'un a gagné, l'autre ne veut pas céder, et s'il y a ces violences, qu'est-ce qu'on va faire encore? C'est ça l'autre aspect de la chose. Aujourd'hui, on augmente par exemple le prix du carburant. Vous voyez les manifestations. C'est pour vous dire que les gens ont un ressentiment encore dans le cœur. C'est-à-dire que les gens, dans leur pensée, ils attendent qu'il y ait une petite intercelle et ils vont encore sortir pour pouvoir exprimer leur ras-le-bol. C'est ça le problème. Donc il est important aujourd'hui que... Il y a encore des velléités. Bien sûr, et parce que la racine n'est pas coupée. En fait, c'est tout le problème. Le mal, c'est que aujourd'hui, on ne sait pas qui a fait quoi et qui a présenté les excuses et qui doit demander pardon à qui. En fait, c'est tout. Aujourd'hui, on emballe les gens, on dit, bon, écoutez, nous allons le faire, après on va vous donner de l'argent. Mais écoutez, l'argent ne peut pas acheter une vie. L'argent ne peut pas guérir une plaie. L'argent ne peut pas ramener peut-être un parent ou un frère qu'on a tué. L'argent ne peut pas reconstruire, par exemple, un magasin qu'on a cassé. Au fait, la problématique est là. Oui, on vous donne l'argent, vous allez repartir votre magasin, vous payez le matériel. Regardez aujourd'hui un peu, vous allez reconstruire le magasin avec combien et vous allez repartir en Chine peut-être pour faire une commande à combien. C'est ça le problème. Bien. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, il faut qu'on soit sincère dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que moi j'avais proposé ça au début à Washington. Et dit ce qu'on peut faire, qu'on se retrouve par exemple par région. Si on sait que dans une région, si c'est X qui a commis par exemple un forfait, on se retrouve dans les régions, dans un stade comme ça, et on présente les excuses, on se sépare. Si, au nom des victimes, bien, si on se connaît. Écoutez, si c'est un giflant par exemple à partir que je peux retrouver la joie du cœur, que je le fasse. Et puis on se sépare. Il faut d'abord connaître à qui. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Si par exemple je sais que c'est lui qui m'a créé des ennuis, et je peux le gifler, et je sais qu'en le giflant, je peux repartir dormir en paix, je le fais, puis c'est fini. Je sais que les gens ne vont pas prendre par exemple les machettes pour dire non, je veux couper la tête à Paquis. Non, je ne pense pas que cela doit se faire comme ça. Aujourd'hui, les gens ont besoin tout juste que l'autre puisse dire écoute Michel, tu m'as offensé, représente-moi les excuses. Ça suffit, les gens veulent ça et puis largement ça suffit. L'argent, je vous dis, l'argent ne peut rien faire. Mais tel que vous parlez, ça vous dit que c'est si simple. Pourquoi c'est si compliqué finalement à mettre en œuvre, à votre avis, Gérard, pour aller vite? Non, moi je pense que c'est la volonté qui manque. Et mes confrères, ils ont donné tout de suite, je crois que c'est Michel, l'exemple de l'avion qui est en l'air et qui a eu une panne. Bon, moi je ne vois pas cette fatalité-là dans la chose. C'est vrai que l'avion est déjà en plein vol, mais est-ce qu'on ne peut pas le réparer? Le problème que l'avion là a, c'est que les criminels, ils sont toujours là. Ils sont à bord?
À bord, ouais, tout le monde, nous sommes tous à bord. C'est l'avion Togo. Les criminels sont là. Est-ce qu'on ne peut pas les neutraliser? Ceux qui ont tué. Moi, quand je dis criminel, je ne parle pas des gens qui ont commis un homicide. C'est différent. Quand vous prenez une voiture, vous renversez quelqu'un, vous avez tué, certes tué un homme, mais vous n'êtes pas un criminel. Vous avez juste commis un homicide. Mais quelqu'un qui prend une femme enceinte, les ventres, sort le bébé et les gorge, celui-là, il ne faut pas le laisser à bord de cet avion. Parce qu'il constitue un danger. Il constitue une garantie de répétition de l'histoire. La deuxième chose qu'on peut faire, qui donnait l'exemple d'Anéo, oui, avec l'hélicoptère. Si les hélicoptères sont toujours là, les munitions avec lesquelles on a tiré sont toujours là, il faut se dire, mais comment est-ce que nous allons faire pour que demain, on ne se sert plus d'hélicoptères de guerre pour tirer sur sa propre population? On discipline l'armée, on met les gens au pas, on sécurise ces hélicoptères. Ça, c'est une façon de réparer toujours l'hélicoptère dont vous parlez. Hein. Et maintenant, l'autre chose, la maladie dont souffre cet avion, c'est la situation conflictuelle dans laquelle on est et qui a permis aux criminels de commettre leurs crimes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour désamorcer cette bombe? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la situation qui règne entre les Togolais ne soit plus conflictuelle? Ça, on peut faire des choses. Tout cela, ça contribue à ce que l'avion soit réparé en plein vol. Bien. Pour la dernière chose, moi, je voudrais quand même qu'on distingue les délinquants et ceux qui ont commis des crimes de sang. Quelqu'un qui a commis un crime de sang, on ne peut pas lui pardonner au nom d'une justice traditionnelle. Parce que celui-là, il le fera toujours. Oh, bon, c'est un criminel. Ça, c'est les victimes qui s'en occupent. Non, c'est pas la victime, au niveau de la CVGR, c'est la justice. Oui, il faut que les victimes portent plainte par rapport à ça. Et cela, ça ne se trouve pas dans non, Eric, je suis très désolé, parce que ça, c'est le boulot du procureur de la République. Si moi, Gérard, je vais de maison en maison parce qu'il y a un problème politique et j'égorge des gens compte tenu de leur appartenance ethnique ou bien de leur religion ou quoi, mais il faut que le procureur sache que Gérard, c'est un criminel. Que la crise soit passée ou non, je demeure un criminel potentiel et je le ferai toujours. J'ai le crime en moi. Il faut sortir celui-là de la circulation. Mais quelqu'un qui est parti brûler la voiture de quelqu'un, a brûlé un magasin, a cassé ceci, c'est un délinquant. Il faut distinguer les délinquants des criminels. Il faut distinguer un criminel de quelqu'un qui a commis juste un homicide. Peut-être un homicide involontaire. Donc quand nous ne faisons pas ce distinguo-là, et moi je crois qu'on n'ira pas loin. Merci beaucoup. Le dernier élément avec vous et puis on passe à notre sujet. Voilà, l'autre aspect de la chose, c'est ce que Gérard a dit. Quelle a été la suite donnée à ces nombreuses plaintes qui ont été déposées par les victimes? Parce que quand je viens porter plainte contre X pour m'avoir fait ceci, il faut que la justice agisse. C'est là où je suis d'accord avec lui par rapport au travail que la justice, via le procureur de la République, doit faire. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, vous l'avez dit, dans certaines localités, les gens ont identifié ceux qui les ont mis dans ces états-là, ceux qui les ont victimisés. Maintenant, la suite, ça a été quoi? Mais vous voulez qu'on se réconcilie, non? Je sais que tu m'as giflé. Et en me giflant, peut-être que je n'arrive plus à bien entendre. Mais je veux qu'on me fasse justice. Je me plains devant la justice. D'abord, l'erreur commise tout au début de ce processus, c'est que moi, j'ai été choqué de constater, lorsque j'ai mené des enquêtes au niveau des organisations de défense des droits de l'homme, surtout au niveau du CACIT, que toutes les plaintes qui ont été faites, les juridictions togolaises ont refusé de les enrôler. Mais vous voulez que les gens se réconcilient. Je sais que tu m'as offensé. Je voudrais que devant un juge, qu'on se parle pour que tout ça là finisse. Mais vous refusez d'instruire les plaintes. Jusqu'aujourd'hui, les gars étaient obligés de saisir la cour de justice de la CEDEAO qui a condamné l'État togolais pour violation de la justice des victimes. Vous voulez que dans ces conditions-là, qu'on se réconcilie? D'accord, il faut trouver un moyen quand même pour réconcilier ce peuple avec lui-même. Monsieur, merci beaucoup sur le sujet. On se rend compte que le débat n'est pas clos, c'est bien ouvert. Eric, juste une petite remarque. Je voulais qu'on avance maintenant. Juste une petite remarque. Moi, je serais content si on cessait de parler seulement des victimes de façon anonyme. Si réellement, moi, Gérard, je perds un membre de ma famille et je vais quelque part, je trouve un mausolée où on inscrit le nom, par exemple, de mon cousin aussi, un certain Kossi Wessan, tombé pour la cause de la nation, tout comme ça. Si on honore les victimes, si on sort les victimes de l'anonymat
et qu'on les honore, au lieu de parler de... Il n'est pas tombé pour la cause de la nation. Il a été tué par quelqu'un. Non, tombé sous la cause... c'est un exemple que je donne. Ça dépend des conditions dans lesquelles il est mort. Moi, je dis seulement qu'il faut sortir les victimes de l'anonymat. Nous parlons seulement des victimes, mais personne ne connaît les victimes. On ne connaît pas leur identité, on ne connaît pas leur nom. Il n'y a pas un répertoire où on peut même les consulter pour leur rendre honneur. Il semble qu'il y en a un petit peu à faire. Où? Si vous pouvez me le dire, moi je serais déjà. Allez-y au H. Ah ben il faut aller au H pour voir un monument à l'honneur des victimes. Vous parlez de la liste. En tout cas, mais normalement ça ne se fait pas comme ça. Quand vous voyez les martyrs de Pia, vous voyez quelque part la liste. Moi, je crois que c'est des martyrs, des gens qui sont tombés pour la nation, les gens qui sont tombés parce que la nation était en crise. C'est des martyrs. On peut leur considérer ça. D'accord. Ça, c'est ce que vous pensez. Vous voyez que Michel ne sont pas tous. Il y a quand même certains qui sont des martyrs. C'est des qui sont morts pour des causes. Parfait. Monsieur, merci beaucoup sur le sujet. Maintenant qu'on parle de la justice, et il y a eu une enquête qui a été réalisée par CROP et donc Afrobaromètre sur le système judiciaire togolais qui aujourd'hui se trouve entre l'inconfiance populaire et les perceptions de corruption. Les chiffres publiés par Afrobaromètre sont effroyables. En tout cas, c'est quand même pas surprenant quand on écoute le Togo depuis un bon bout de temps. On se rend compte que seuls 37% des Togolais interrogés disent faire partiellement ou totalement confiance aux tribunaux togolais. Et 48% déplorent les longs délais. 44% font état de la complexité même de notre système judiciaire. 39% relèvent le manque de conseils ou d'assistance. Est-ce que ce cliché, Jacques, tel que publié par Afrobaromètre, vous agrée? Bon, il faut reconnaître que notre système judiciaire au Togo est un peu lourd. Ça, il faut qu'on puisse le reconnaître. Ne pas le reconnaître est un crime. Parce que, vous savez, depuis un certain temps, les populations se plaignent à divers milieux par rapport à des conflits qui les opposent avec d'autres citoyens. J'ai assisté une fois à un procès au niveau du palais de justice de Lomé. Oui. J'étais un peu sidéré. Vous ne pouvez pas imaginer. On a enrôlé l'affaire en 2010. Je vous jure qu'en 2017, jusqu'à présent, l'affaire n'a pas été jugée. Depuis 7 ans? Je vous dis, quand les gens vont dire non, on reporte l'affaire à une date ultérieure. Vous retournez, on dit à quand on reporte. Vous retournez, on dit on reporte. Et ça dure depuis 7 ans. Ça dure depuis 7 ans. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que vous interrogez par exemple quelqu'un comme ça, il ne vous dira jamais que la justice togolaise se porte très bien. Et ça, ce n'est pas seulement un cas isolé, il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas. Les compatriotes se trouvent effectivement dans ces difficultés. Et lorsque vous êtes encore en conflit avec, ne serait-ce que là où même c'est plus encore difficile et dangereux, c'est lorsque vous êtes en conflit, par exemple avec un étranger, au niveau de votre propre justice. Ça, encore, c'est la croix et la bannière. Les compatriotes ne se retrouvent pas. Les gens se disent que dès que tu as un problème avec un étranger dans ta propre justice, l'étranger souvent a gain de cause par rapport à toi, le compatriote. Oui, s'il a raison, qu'est-ce que vous voulez que la justice dise? Non, pas raison, Eric. Pas raison. On sait ce qui se passe. Nous sommes sur un média, nous sommes des journalistes et nous ne sommes pas censés souvent jeter de l'huile sur le feu pour mettre en difficulté, par exemple, les populations qui vivent avec nous. Mais nous savons ce qui se passe. L'Union européenne a investi beaucoup au sein de cette justice. Oui, on a parlé de la modernisation de la justice. Beaucoup de millions ont été engloutis là-dedans. Beaucoup de millions ont été engloutis, mais jusqu'à présent, on ne voit pas la chose venir. Quand cette enquête-là, c'est vrai, mais on n'est pas là pour jeter l'anathème sur notre justice. On sait qu'il y a des efforts qui se font au niveau de cette justice, mais il est important aujourd'hui que cette justice-là puisse redoubler encore d'ardeur pour aider ne serait-ce que les populations. Lorsque tu es en conflit avec quelqu'un, qu'on puisse t'accorder ne serait-ce que le temps. Lorsqu'il y a une plainte, qu'on essaie de prendre le temps de juger. Oui. Mais tout le temps, vous allez, on reporte, on renvoie le dossier. Finalement, on ne sait pas si on veut que vous abandonnez l'affaire ou bien si on n'a pas vraiment l'intention, on n'a pas l'envie de pouvoir juger l'affaire. Il faut le reconnaître. Il y a effectivement un problème. Et vous allez voir, c'est ce qui fait que souvent, les compatriotes sont obligés de se rabattre
à la Cour de justice de la CEDEAO. Parce qu'ils sentent que, bon, lorsque tu portes plainte dans ton propre pays, tu n'as pas gain de cause. Et souvent, ils ont raison quand ils vont au niveau de cette juridiction. On leur donne raison. Et vous voyez que ça ne fait pas effectivement honneur à notre pays. Au-delà de cette question, il y a 48% des Togolais interrogés qui évoquent la corruption de notre justice. Michel, est-ce que ce n'est pas cette enquête ne montre pas l'échec total de l'effort du gouvernement finalement à mettre au service des populations une justice propre avec des magistrats propres? Celui qui est déçu actuellement de notre justice, le premier à être déçu, c'est Faure Gnassingbé. Parce que, rappelez-vous... Il a exprimé aussi? Je dis... Celui qui doit être déçu. Actuellement. Ah d'accord, très bien. Il n'y a pas très longtemps, Eric, rappelle-toi, un dossier où il y a un dossier de corruption dans notre justice ici, par rapport à une affaire où on soupçonnait un juge d'avoir pris de l'argent avec des preuves à l'appui, tout. Il y a eu, ça fait des vagues, oui. Rappelez-vous. Mais c'est ça qui montre que la modernisation de la justice n'a pas encore abouti. Les milliards que Faure allait demander au Yovo de nous aider à faire en sorte que notre justice se porte mieux, que notre justice se porte mieux, ces milliards-là, ça n'a pas encore donné les résultats escomptés. Et la faute est à qui? La faute est au gouvernement, parce qu'ils ont montré quand même leur bonne disponibilité à ce que les choses se passent très bien, en cherchant des milliards, comme vous le dites, en demandant aux partenaires de nous soutenir. C'est que le mal était trop profond. Et je l'avais dit une fois que la modernisation, ce n'est pas changer les ordinateurs dans les bureaux, passer des coups de pinceau à la justice là-bas et puis ça finit. Non, c'est une question de mentalité à renverser, carrément. Alors, et le chef de l'État ne sait pas. Pardon? Ça veut dire que c'est toute la société en réalité qui est malade. Bon. Ce sont des citoyens qui sont la justice. Oui, attends. On ne peut pas dire que c'est toute la société qui est malade. Mais ça impacte. C'est la difficulté que vit la justice togolaise aujourd'hui impacte quand même sur notre vie à nous tous. Parce que, rappelez-vous, au-delà des milliards engloutis, le chef de l'État a fait de telle sorte que les salaires, si je peux des juges, les enseignants du supérieur, leurs salaires ont été en tout cas revus à la hausse pour les permettre, ces magistrats bien sûr, d'être à l'abri de toute corruption. Mais est-ce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui? Non. Ça veut dire qu'il y a encore des problèmes. Et je l'ai dit, le Togolais est en tout cas, le Togolais est très pacifique, hein, comment le dire, très docile. Le Togolais ne veut pas de problème. Mais qu'on ne pousse pas les Togolais à choisir une autre forme d'expression, que ils vont chercher à se faire justice. Je dis qu'on ne pousse pas les Togolais parce que dans les affaires foncières, ce que certains juges, je ne dis pas que tous les juges sont comme ça, ce que certains juges ont posé comme acte dans les dossiers fonciers, mais c'est pas possible. Et chaque jour, quand vous allez au tribunal, la plupart des dossiers, c'est les dossiers fonciers. Oui. Et de drogue, choses. Pour dire que ce constat ou bien les résultats de cette enquête-là ne sont pas faux. Ça, la société togolaise exprime son ras-le-bol vis-à-vis du fonctionnement de la justice de notre pays. Et aujourd'hui, quand on parle de longues procédures, de mauvais accueil, de la corruption, tout ça, ça se vit au quotidien. Les juges, aidés par certains huissiers,
qui vont, ils écrivent de n'importe quoi sur les murs, un peu partout. Heureusement qu'un code foncier va sortir très très prochainement. On verra bien si ça va. Mais pour dire globalement que notre justice, c'est vrai qu'il y en a il y a des juges qui sortent du lot, qui veulent faire leur travail, mais quand vous regardez très bien, c'est que les problèmes sont tellement immenses et le premier à être déçu, c'est Faure Gnassingbé lui-même, le premier magistrat. Justement, c'est lui le premier magistrat. Alors aujourd'hui, quand on lit le rapport, les Togolais semblent dire aujourd'hui au premier magistrat d'agir. Gérard Ouessant, cette question de la justice togolaise, si la justice est présentée comme telle aujourd'hui, en réalité, est-ce que ce n'est pas l'échec aussi des populations? Je m'explique à peu près. On parle de la corruption et on nous a toujours dit s'il y a un corrompu, ça veut dire qu'il y a un corrupteur. Si on estime que les juges sont corrompus aujourd'hui, ça veut dire que c'est la société aussi, d'une certaine façon, qui arrive à corrompre les juges. Est-ce qu'on ne coupe pas la poire en deux finalement sur ce point-là? Non, je pense que vous-même vous l'avez dit avant. Et peut-être Michel n'était pas tout à fait d'accord, mais moi je vois la chose comme ça. La société togolaise, elle est malade. Et quand vous prenez les juges, qu'est-ce qui empêche un juge aujourd'hui de dire le droit comme il le faut? Je crois que ce qui l'empêche, c'est d'abord lui-même. Quand un politique commet un délit ou bien fait quelque chose, mais pourquoi est-ce que le juge ne se saisit pas? On parle par exemple des 26 milliards pour la route Kégué-Vaughan. Oui, Lomé-Vaughan-Foin. Voilà. Donc les gens pensent qu'il y a de fortes suspicions que l'argent là a été détourné. Qu'est-ce qui empêche le procureur de la République de s'auto-saisir, d'interpeller les concernés et de leur dire mais qu'est-ce qui se passe? Dans d'autres pays, on l'aurait fait. Mais ici, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Ben voilà la question. Moi, je crois que les juges même, ils ont une certaine faiblesse. Quand vous prenez des juges, quelqu'un qui a dansé l'animation politique, hein, durant toute sa jeunesse, hein, il a dansé pour une personne, il a dansé pour un régime, après il sort juge. Vous croyez qu'il sera un juge digne? Non, pourquoi pas? Non, il ne peut pas. Non, attendez, non, il y a les tests de loi. Il ne saura pas les appliquer. Quand vous prenez un enfant, votre enfant, vous le faites, vous lui donnez des fessées tous les jours, et demain vous voulez qu'il devienne un jeune homme digne et fier de lui, mais c'est une contradiction. Si vous voulez qu'il soit digne et fier, il suffit de ne pas le fesser. Mais quand vous le fessez, vous le matraquez, vous le faites danser pour une personne, vous le faites faire des grimaces pour une personne, pour un système, ben, bon, c'est normal que... vous glissez sur le terrain calme, non, Michel. Pas du tout. Ça, je crois que tout cela, ça fait partie quand même de l'éducation de la personne, ça fait partie de l'éducation de la jeunesse. Tant vaut la jeunesse, tant vaut la nation, comme on le dit. Ça, on a raté le coche. Maintenant, comment faire pour rectifier le tir? Oui, comment faire justement, Michel? Bon, Gérard. D'abord, moi je crois qu'il faut éviter les accointances entre l'homme politique et les juges. Il faut éviter que les juges aient peur des politiques. Parce que nos juges, ils ont peur des politiques. Hein. Quand vous prenez un juge, il a peur de l'homme politique. S'il a peur de lui, ça veut dire qu'il y a une accointance entre lui et de l'homme politique ou de ceux qui sont au pouvoir? Bon, de ceux qui sont au pouvoir. Quand je parle de l'homme politique, oui, c'est effectivement ça, de ceux qui sont au pouvoir, ceux qui font partie de la classe dirigeante. Donc, quand le juge cessera d'avoir peur du politique qui a le pouvoir, et quand il cessera d'avoir des accointances avec lui, nous les citoyens, ben, on s'en porterait beaucoup mieux. Je vais vous donner peut-être des exemples. Si je vous demande aujourd'hui... Il y a une séparation de pouvoir au Togo. Oui, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par là. Ouais, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Un juge n'a rien à foutre avec celui qui gère l'exécutif. Oui, mais quand même, vous n'allez quand même pas... vous n'allez quand même pas me dire que c'est pas vrai qu'il arrive souvent que les hommes politiques appellent et donnent des instructions. On parle d'affaires signalées. On a vu beaucoup d'affaires dans ce pays. On a vu les incendies des grands marchés. On a vu... Il y a tellement de choses. Hein. Moi, je crois quand même que c'est faire la politique de l'autruche que de mettre la tête dans le sable et se dire qu'on s'est caché. Le fait est là. La politique togolaise est influençable et influencée aujourd'hui. Si le chef de l'État le veut, il peut taper du poing sur la table et dire, mais faire des discours de temps en temps, réitérer sa volonté de rendre indépendance de notre justice. Mais pour le moment, quand vous approchez un juge avec un problème politique, vous allez voir comment il court à quatre pattes. Hein. Ce qu'il y a de plus courageux dans ce pays aujourd'hui, moi je crois que c'est les journalistes. C'est nous seuls qui avons le courage encore de dire les choses telles qu'elles sont, mais tout le reste, en général... je n'ose pas dire que c'est des mauviettes, mais ils n'ont pas le courage. Il y a une fausse attaque sur la justice togolaise.
Quel est votre avis sur cette enquête d'Afrobaromètre? Ça confirme vos appréhensions? Je suis un tout petit peu confus, mais je dirais ce que j'ai toujours dans la tête concernant la justice togolaise. Je le dis sans avoir crainte. Elle est très injuste. La justice togolaise est très injuste. Michel parlait tout à l'heure de ce que ce n'est pas tous les juges qu'on peut mettre dans le panier. Je suis d'accord avec lui, mais encore que je reviens sur un aspect, prenant comme exemple ce que Gérard a dit tout à l'heure. Vous avez vu comment la justice togolaise a traité et continue toujours de traiter l'affaire des incendies des marchés du Togo, où tout le monde sait que dans le droit, lorsqu'il est question d'une information judiciaire, quand il y a des éléments nouveaux, on arrête l'enquête. Ça fait combien d'années qu'on a ouvert l'enquête sur l'incendie des marchés de Carré de Lomé? Oui, ça fait 4 ans. Est-ce que vous connaissez les vrais responsables, les auteurs même? Mais ce qui ça c'est pas grave. Il y a des dossiers qui ont duré 10 ans, après on a... Vous savez pourquoi c'est grave? Non. Lorsque nous sommes en face d'un dossier comme ça, il est dit, article 16 de la Constitution togolaise, que jusqu'à ce que votre culpabilité ne soit signalée, ne soit reconnue comme telle, il vous faut un procès. Mais moi j'ai mal au cœur que jusqu'à aujourd'hui, 4 ans après, cette affaire-là, où on a ouvert une information, on ne connaît pas les vrais auteurs. Pire, ceux qui sont présumés, qui normalement ne devaient pas rester en prison, qui devaient rester chez eux. Lorsque la justice va vouloir les écouter, ils se présenteront d'eux-mêmes, sont en prison. On ne les a pas libérés tous? Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on les a éparpillés dans les garnisons, dans les prisons, sur toute l'étendue du territoire. Ça, c'est une erreur de la justice togolaise. Et jusqu'à présent, le premier magistrat dont vous parlez, qu'est-ce qu'il en dit pour ces innocents? Moi, je les appelle aujourd'hui innocents. Quoi, vous voulez que Faure Gnassingbé intervienne dans les décisions de la justice? Article 115, il est fait de M. Faure Gnassingbé le président de la magistrature. C'est-à-dire que dans cette affaire-là, on demande juste au juge de dire rien que le droit. Je me rappelle il y a quelques moments, le dernier rapport du département d'État américain sur les droits de l'homme au Togo. Il y a 2 points essentiels qui ont été cités. L'exécutif qui influence le judiciaire, surtout en politique. Moi j'ai vu l'affaire de l'escroquerie internationale. Vous avez vu comment on a géré tout ça là? Et bizarrement, le même département d'État américain a souligné la corruption judiciaire qui règne dans le système judiciaire au Togo. Jacques parlait tout à l'heure de ce que quand vous êtes autochtone et que vous avez un problème avec un étranger, il suffit que l'étranger ait la poche lourde, qu'on se présente devant le juge, vous qui avez raison, vous aurez tort. Il y a certains juges, je ne dis pas que tous les juges le font, mais c'est ces mots-là qui gangrènent le monde de la justice au Togo. Il y a ça. Et puis il y a aussi le fait que nos juges même, moi je le dis et je l'assume, n'ont pas de couilles. Gérard a essayé d'effleurer un certain nombre de problèmes. Lorsque vous êtes en face d'un dossier et que vous savez que vous n'allez que dire le droit, même quand on vous appelle, dites à celui qui vous appelle que mais le droit dit que c'est comme ça nous devons trancher. Le dernier exemple. Oui, rapidement. Le dernier exemple, c'est que je me rends compte même que certaines institutions de la République togolaise qui doivent aussi gérer les choses telles qu'elles doivent être, se voient être complices de la violation perpétuelle de certaines lois de la République togolaise. Lorsque nous nous référons
tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la justice togolaise, on se dit, mais la Cour constitutionnelle qui est là, qui doit essayer de revoir l'appareil judiciaire, qu'est-ce qu'elle fait aussi? Est-ce que ça dit que la Cour constitutionnelle doit revoir l'appareil judiciaire? Non. La Cour constitutionnelle connaît de la constitutionnalité des choses. J'en viens. Je parle des lois. Parce que le juge doit dire le droit à partir des lois. Oui. Et quand le juge ne le fait pas comme cela se doit... Il y a la Cour suprême qui s'en charge. Voilà. Oui, pas la Cour constitutionnelle. C'est un lapsus. Ah, d'accord, parfait. Très bien. Je crois que... Vous savez aujourd'hui ce qu'il y a lieu de faire au niveau de nos juridictions pour que ces juridictions-là puissent bien fonctionner. D'abord, il faut que cessent les interférences. C'est-à-dire du moment où ces interférences... Est-ce que ce n'est pas de dédouaner les magistrats quand on parle tout le temps de l'interférence, de l'exécutif et tout ça? Ils ont prêté serment quand même. Oui. Aujourd'hui, quand on parle des magistrats, il n'y a que d'eux qu'on parle. On ne parle pas de Faure Gnassingbé ou des ministres qui entourent Faure Gnassingbé. Raison de plus de prendre ses responsabilités. Non, on ne parle pas seulement des autorités par rapport aux interférences. Vous avez parlé de la corruption. Oui. Quand on parle des interférences, il y a également ce côté. Ah, il y a les citoyens simples aussi qui peuvent... justement, il faut que ça... Ah, là, ils sont forts alors, oui. Qu'un simple citoyen puisse quand même interférer dans la décision d'un juge. Mais ça arrive. Vous vous rappelez en Guinée-Conakry, je me rappelle que on avait emprisonné un ami de l'ex-feu président Lansana Conté. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui-même qui allait chercher le monsieur en prison avec sa voiture de commande. Alors que le gars avait commis des gaffes. Ça, c'est une interférence. Oui, on l'a arrêté parce que... Oui, mais écoutez, la justice, quand ils apprennent le droit, c'est les mêmes cours qu'ils reçoivent. Vous n'allez pas dire que nos juges ont reçu les cours qui diffèrent des cours que les magistrats guinéens ont reçus. Quand je parle d'interférence, au fait, c'est ça. Du moment où les gens ont étudié, ils ont cette capacité de pouvoir exercer, qu'on leur laisse. L'autre aspect, c'est les procédures au niveau également des juridictions. Il faut les procédures au niveau des juridictions, c'est vraiment lourd. Oui. Et c'est extrêmement lent aussi également, ces procédures. Et quand c'est comme ça, finalement, les populations vont s'en lasser. Ils vont se dire, mais si la justice est comme ça, vous me le laissez. On nous a appris qu'il y a des dossiers qui sont entassés au niveau de la Cour suprême depuis 1981, voilà, qui attendent d'être traités par la Cour suprême. Et on ne le fait pas. Alors que les gens sont là. Et chaque matin, ils se réveillent, ils vont au boulot. On ne sait pas ce qu'ils font. Donc, il est important que les gens, il faut une plus de conscience au niveau de ces juridictions. Et l'autre aspect, que cessent ces interférences. Et le troisième, c'est que on puisse la corruption. C'est aussi vraiment ce qui gangrène également ces juridictions-là. Très bien. Je voudrais vous poser une question rapidement à 30 secondes avant de rendre l'antenne. C'est sur l'administration togolaise. La semaine dernière, il y a eu un séminaire gouvernemental où le Premier ministre a peint un tableau assez, pas tout à fait reluisant de notre administration. Le gouvernement s'engage aujourd'hui à faire de notre administration une administration de mission. Est-ce que vous croyez à cela? Non, cette fois-ci, je pense qu'il y avait des partenaires, notamment le PNUD. Ils sont toujours là, non, à chaque fois, quand ils font leur séminaire, il n'y avait pas le PNUD et les autres qui étaient la dernière fois. Et on a toujours vu qu'il y a des dysfonctionnements au niveau de l'action gouvernementale. Je ne vais pas revenir ici sur beaucoup de choses. Si cette fois-ci, comme nous avons des partenaires, s'ils ont bénéficié des conseils de ces derniers, que bon, désormais, peut-être le gouvernement va mieux se comporter, c'est ce que nous voulons pour notre pays. Mais moi, au-delà de ces segments, aujourd'hui, ce que dans la conscience collective, aujourd'hui, c'est qu'on réclame un remaniement ministériel. On veut qu'on dégage un certain nombre de ministres. J'ai oublié de vous traiter plusieurs fois de ce sujet. Ce n'est pas les séminaires qui peuvent régler la situation dans laquelle le gouvernement est aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Sur la route Lomé en Foin, vous vous rappelez, le ministre des TP qui va devant les élus, il dit qu'avant le 31 décembre 2016, la route là sera faite. Mais un peu avant la fin de l'année, c'est le Premier ministre
qui coupe les écrans de la télévision nationale, qui nous dit que non, au lieu de 26 milliards, maintenant c'est 30 milliards, et que bon, c'est les Chinois, une entreprise chinoise qui a en charge la construction de cette route-là, et que bientôt, ça... quelques jours après, c'est le ministre des Finances qui dit non, qu'à sa connaissance, le Togo n'a signé aucun contrat avec une entreprise chinoise. Mais quand on écoute tout ça là, il y a beaucoup de choses. Ça veut dire que quelque part, il y a des problèmes. Il faut... Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas mettre sur le banc de touche certains ministres. Qui sont, entre guillemets, ménopausés. Hein? Merci beaucoup, Michel. Gérard, sur la question, vous avez 30 secondes aussi, excusez-moi. On a acculé par le temps. Bon, d'accord. Moi, j'aurais aimé que quand on parle d'administration de mission, qu'on nous dise dans les détails ce que ça veut dire. Quand quelqu'un vous dit une administration de mission, demandez-lui ce qu'il met dans cela. Qu'on nous demande d'être efficace. Une certaine efficacité de l'administration. Qu'on nous donne les détails. Voilà, exactement, avec une feuille de route. Nous avons remarqué telle carence et nous voulons y remédier comme ça. Dans le premier trimestre de l'année nous allons faire telle chose. Deuxième trimestre, nous allons faire telle chose. Un programme avec des détails, alors moi j'en discuterai. Mais quand on nous dit, nous voulons faire une administration de mission et puis c'est fini, nous tous on repart tout content. Et moi je crois qu'il faut dire ça à des enfants de CE1, ça peut marcher. Mais à des journalistes, ils risquent de vous demander des détails et vous poser des questions. Comme ce que vous faites aujourd'hui. Des questions qui vont vous embarrasser. Moi, si je retrouve ces gens-là devant moi, c'est sûr que je vais leur poser des questions, ils ne pourront même pas s'en sortir. Bien. Merci beaucoup, Gérard. Jacques. Non, je crois que aujourd'hui, il faut reconnaître que au niveau des ministères, les feux de route ne sont pas respectés. Il faut le reconnaître. Il y a des chevauchements au niveau de ces feux de route, des consignes. Je crois que Michel a bien fait de dresser ce tableau. Vous voyez que c'est comme s'il y a une cacophonie au niveau de la gestion. On a aussi écouté, vous vous rappelez, par rapport à l'élection locale, justement, ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères, celui de l'administration territoriale. Ouais, bon, vous voyez, il y a quand même une cacophonie. Bon, si c'est le chef du gouvernement qui prend l'engagement aujourd'hui de dire que bon, ils vont assainir cette administration, je crois que c'est une très bonne chose. Il faut qu'on traduise maintenant dans les faits ce qui se passe et ce qui doit se faire également. Parfait. Parce qu'ils ont été entourés par le système des Nations Unies. Il y avait également des experts qui sont venus de l'ONU parce Rwanda. Que le Togo avait... Donc je crois que c'est une très bonne chose. Si cela vraiment peut aider à notre administration d'avancer, c'est une bonne chose. Merci beaucoup Jacques Diakouti. Ildefonse Apaki. Vous savez que quand moi j'ai écouté ce que vous appelez séminaire, comment vous l'avez appelé? Oui, séminaire gouvernemental, vous savez. Moi je me suis dit que c'est encore une incongruité. Non mais c'est pas la première fois qu'on entend ça. Ça se fait peut-être à la présidence et qu'on sort aujourd'hui. On a mis dehors un petit peu. Non, ça se fait soit à la présidence ou bien au Parlement. Excusez-moi. Si nous avons en face de nous des gens qui sont politiquement civilisés, tout ce que... Non, vous allez trop fort. Non, politiquement je dis. C'est-à-dire qu'il y a... Non. Allez-y. Tout ce que Michel a relevé tout à l'heure, c'est un manquement au niveau de l'appareil gouvernemental. Vous pensez que ça peut avoir droit de cité? Parce qu'avant qu'on te nomme ministre, on consulte. Quel est maintenant le sens des consultations qui sont faites? C'est parce que tu as la poigne qu'il faut, c'est pourquoi on te place là. On est malheureux de constater qu'au Togo, un vétérinaire peut devenir un ministre de la Santé et qu'un pasteur peut être un ministre de la Justice. Bon, c'est pas un problème ça. Non, vous avez parlé tout à l'heure. Laissez-moi argumenter. Non, laissez-moi argumenter. Dans ce cas, tu as mal fait d'évoquer ce sujet-là. Dans ce cas d'espèce, je peux le reposer un autre jour, ne vous en faites pas. Dans ce cas d'espèce, il n'est pas technocrate. Ceux que j'ai cités tout à l'heure ne sont pas technocrates. S'ils sont technocrates, ils peuvent le faire. On nous dira qu'il est technocrate. Mais ils sont quoi? Non, de simples personnalités qu'on a consultées, proposées par leur formation politique. Excusez-moi. Alors, je termine en disant que normalement, puisque vous n'avez pas voulu que je dise politiquement civilisé, lorsque le chef de l'État remarque qu'il y a des couacs, il démet le ministre. Mais si tel n'est pas le cas, à qui profite le crime?
à qui profite le crime. Messieurs, on va revenir sur le sujet lundi prochain, je vous le promets. Okay. Merci quand même à Jacques Diakouti, à Idelphonse Tapaki, à Michel Kadia et puis à Gérard Ouessant, le patron du journal Sika. Gérard, demain, on a Sika dans les kiosques. Oui, on espère. On espère vous retrouver demain matin dans Taxi Média Show. Merci vous beaucoup. Le promettez. Merci. Je vous aurai au téléphone, c'est sûr. Merci beaucoup à Jack Prosper qui a assuré la réalisation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle aventure sur la radio. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.